Historiquement Vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi, continue avec David Castello-Lopez. David, chaque jour, vous remontez aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, la photocouleur. Oui. Je me suis beaucoup dévoilé la saison dernière dans cette chronique. J'ai parlé de mes faiblesses, de mes névroses, de mes échecs. J'ai parlé de mes qualités aussi, et notamment de la générosité de mon caractère, Mathieu, qui m'a poussé tant de fois à donner sans rien attendre en retour. Voilà, vraiment, je me suis trouvé très touchant l'année dernière, et j'ai donc décidé de continuer sur ma lancée pour cette seconde saison, en continuant donc à parler de moi, et plus précisément, puisqu'il est question de photos aujourd'hui, de mon papa. Mon papa, il était photographe, et c'était un photographe célèbre au Portugal, même si je suis d'accord qu'être célèbre au Portugal, c'est un peu comme être célèbre dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire être célèbre au Portugal, c'est un peu comme le CP de la célébrité. Vous voyez, Stéphane, de ce point de vue-là, si on continue la métaphore, vous êtes sans doute en 3e au niveau de la célébrité, et Beyoncé, elle est en terminale. Et mon papa, donc le photographe portugais célèbre, toute sa vie, il a photographié pratiquement que en noir et blanc. Et quand on lui demandait pourquoi, Robert Doisneau portugais. Exactement. Quand on lui demandait pourquoi, il disait toujours « Je trouve que la couleur, ça rend jamais bien, c'est toujours trop pétant ». Et c'est pas le seul à avoir pensé ça. Henri Cartier-Bresson, peut-être le plus grand photographe de l'histoire du monde, il photographiait uniquement en noir et blanc aussi. Et il disait en substance la même chose. En gros, la photocouleur, c'est un peu chum. Il n'empêche que pour les gens normaux, la photocouleur, c'est quand même plus vrai, plus sympa, plus proche de la réalité visible, vu que, sauf cas très rares, les gens voient le monde en couleur. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, la photocouleur ? Eh bien, depuis hyper longtemps. Parce qu'en fait, ça a l'air fou comme ça, la photocouleur, mais c'est pas si incroyablement complexe que ça. Et je pense que c'est même suffisamment simple pour que je l'explique aujourd'hui aux auditeurs comment ça marche. Le principe de physique sur lequel la photocouleur s'appuie, il a été découvert par les physiciens entre le 18e et le 19e siècle, et c'est l'idée que toutes les couleurs visibles par l'œil humain, elles peuvent être reconstituées en mélangeant seulement 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert, en proportion variable. Et donc, tous les premiers dispositifs de photocouleur, ils consistaient à prendre 3 fois la même photo. Une photo à travers un filtre vert, la même photo à travers un filtre bleu, et encore une fois la même photo à travers un filtre rouge. On développait ces 3 photos pour obtenir des positifs, et ensuite, en gros, on projetait ces 3 photos ensemble, avec 3 lanternes différentes, verte, bleu, rouge, et ça donnait magiquement une diapositive en couleur. Et la première photo prise selon ce principe, c'est celle d'un ruban écossais, en 1861, par un monsieur qui s'appelait Thomas Sutton, 1861. J'ai apporté la photo ici pour vous la montrer, pour peut-être la mettre sur le site d'Europe 1. Vous voyez, c'est une photo qui date de 1861. Les couleurs sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait ce qu'on a avec son iPhone, mais quand même, c'est une photo couleur qui date du milieu du 19e siècle. Mais bon, ça, c'était quand même des pionniers qui faisaient ça dans leur salon. La première méthode grand public pour faire de la photo couleur, elle a été inventée par des gens qui sont très connus pour autre chose, qui sont les frères Lumière. Et oui, ils étaient vraiment en avance surtout. En avance surtout. Et je pense qu'ils n'auraient pas été connus pour le cinéma, ils auraient été connus pour ça, parce que c'était quand même une invention massive. Et ça, c'était au tout début du XXe siècle. Ils ont appelé ça l'autochrome, ce qui aurait bien marché aussi comme nom de boys band dans les années 90, voyez. C'est vrai. Autochrome. Mais il n'est pas trop tard, David. On peut se lancer. Ça peut revenir. Et le système des frères Lumière, il fonctionnait un peu différemment avec de la pomme de terre. Ah oui. Des millions des millions de microscopiques grains de fécule de pommes de terre colorés en vert, rouge et bleu et disposés sur une plaque de verre. Et ça a eu un succès dingue. Ils en ont fabriqué jusqu'à 6000 plaques par jour. Et c'est grâce à ce procédé qu'on a par exemple des dizaines de belles photos en couleur de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez en voir plein d'ailleurs, pas des photos de la Première Guerre mondiale, mais des photos du monde entier au musée Albert Kahn à Boulogne, qui a une collection d'autochromes de malades mentales. Bon, ensuite il y a eu le Kodachrome dans les années 30, puis la photo numérique couleur. Mais dans l'ensemble, c'est que des procédés techniques de plus en plus brillants qui fonctionnent, si j'ai bien compris tout, sur le principe de la décomposition de la lumière en vert, bleu et rouge. Alors personnellement, je suis assez d'accord avec mon père et avec Cartier-Bresson que les photos en couleur, c'est souvent moins joli que les photos en noir et blanc. Mais j'ai une petite théorie très simple là-dessus. C'est que, imaginez que vous entrez chez quelqu'un qui a mauvais goût. Il a mis un vase violet à côté d'un canapé marron devant un mur rose, jaune et rouge. Et ben c'est moche, parce que le marron, le jaune et le rose et le rouge, ça s'accorde pas bien. Alors que le gris clair, ça va toujours bien avec le gris foncé et le blanc. Jamais ce sera de mauvais goût. Et donc une photographie en noir et blanc, c'est comme un voile de bon goût qu'on pose sur le monde et qui rend la laideur un peu moins laide. Merci papa. Bravo. On reste sans voix devant tant de poésie, Stéphane. Je veux dire, c'est rare et c'est certainement pas avec la chronique d'Olivier Pouls sur la merguez. En tout cas, à mon avis, on va décrocher en termes de poésie. Oui. Enfin, c'est possible. Là, restons dans les sommets avec. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio.